Aujourd'hui, c'est mardi et chaque mardi, vous avez droit à votre chronique Un nœud sur la société. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc à l'intégration de ces élèves déplacés internes au niveau de nos écoles, notamment les écoles de leur site d'accueil. On en parle et on verra justement si c'est réel et c'est facile pour ces élèves d'intégrer ces écoles où ils sont installés. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique Un nœud sur la société. Bien avant cela, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouedraogo, suivi de la rubrique Invité du jour. Et aujourd'hui, nous allons parcourir un recueil de poèmes de notre invité. Il s'agit de Monsieur Dibi Alfred Milogo, qui a écrit donc le recueil de poèmes intitulé Lumière dans l'obscurité. C'est un recueil qui rend hommage aux forces de défense et de sécurité, mais également à la nation tout entière et qui exhorte les Burkinabés à travailler main dans la main pour pouvoir sortir le Burkina donc de l'hydre terroriste. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour cette aventure. Et dans la revue de presse d'aujourd'hui, nous irons également à Boaké pour prendre donc l'actualité ivoirienne avec notre équipe sur place. Alors, la première rubrique, vous le savez, nous partons toujours à la découverte d'un site touristique, d'un site historique ou d'un site coutumier ou en tout cas de l'histoire d'un aspect du Burkina. Et cette semaine, nous nous intéressons à l'histoire de la place de la nation de Ouagadougou. Alors, on y va pour à la découverte. À la découverte de cette semaine, nous nous intéressons à la place de la nation donc de Ouagadougou. Nous y sommes d'ailleurs installés confortablement et aujourd'hui c'est le début des témoignages concernant bien sûr ce site. Alors on vous invite à écouter attentivement et on revient. Je m'appelle Sankara Moussibila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme plat de la nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, et c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la nation là, c'est le Rakoudro qui était entre la maison du Moro Naba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakoudro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face. Et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakoudro là, et derrière juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef.
Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, il ne faisait plus le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là, se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakoudro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la Caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO, là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie, là, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé là au Kodoran, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis celui de Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes et puis le Koudro. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Koudro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 1966, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Vous écoutiez à l'instant M. Moussbila Sankara qui nous parlait donc de la place de la nation de Ouagadougou. Pour lui, c'est place de la Révolution, vu qu'il a vécu justement les moments forts de la Révolution. En tout cas, cette place de la nation porte le nom officiel aujourd'hui de place de la nation après avoir eu tous ces noms-là, que ce soit place d'Arboussier, le marché Wardorara, donc place du 3 janvier, place de la Révolution et aujourd'hui place de la Nation. Alors, pour la suite de cette émission, on va feuilleter les journaux ensemble avec Alphonse Ouedraogo. C'est parti pour la revue de prélité marquée aujourd'hui par le football toujours, bien sûr, parce que la CAN 2023 se passe en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, aujourd'hui, on va revenir sur la qualification miraculeuse donc, des Ivoiriens, des éléphants de la Côte d'Ivoire avec Alphonse Ouedraogo. On parlera d'autres sujets, bien sûr, dans la phase commentaire. En attendant, nous allons lire les titres au niveau donc, des journaux avec Alphonse. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous.
Je commence donc avec le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga, qui affiche ce matin retrait Burkina, Mali et Niger de la CEDEAO. Le MOA reste un filet de sécurité pour les pays de l'AES, affirme donc Dr Mohamed Tidiane Kinda, enseignant, chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Situation sécuritaire à Waïguya, des manifestants vandalisent le siège de la RTB2 Nord, nous informe le journal. Et toujours à propos donc du retrait de Mali, Burkina et Niger de la CEDEAO, l'opinion publique est partagée donc sur la question. Fini avec la CEDEAO, fini avec ses rappels à l'ordre. Et nous informe donc l'Observateur Palga dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Conseil supérieur de la communication, les conseillers reçoivent l'onction des sages, écrit le journal. Kossi Nouna exprime son soutien à la transition, mais réclame plus de sécurité, nous informe l'Observateur Palga. Le journal Le Pays écrit ce matin, insécurité dans la région du Nord. Des populations manifestent leur colère dans la rue. Le siège du domicile de Moussa Diallo, l'UAS tire la sonnette d'alarme. Pendant ce temps, la CGTB interpelle les autorités. Conseil constitutionnel, les 9 nouveaux conseillers du CSC prêtent serment, écrit le journal Le Pays. Retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Des citoyens donnent donc leur avis. Et sur la question, Boubacar Sanou, vice-président du CDP, lui déclare: nous aurions souhaité qu'il ait eu un débat public. Pendant ce temps, Salih Brice Konaté, un citoyen, lui dit ceci: on ne perd rien en essayant de faire autrement. C'est à lire à la page 7 du journal Le Pays. Dans la rubrique Actu Foot, le journal écrit: arrêter la mascarade. Donc c'est un avis de Joseph Antoine Bell qui se perd donc la tête du Rigobert Song, l'entraîneur camerounais. Dans la rubrique Révélation, le journal écrit: alerte présumée aux Français de Burkina. Le démenti de l'ambassade de France est à lire donc à la page 17 du journal Le Pays. Le journal La Cohésion. Et nous informons ce matin, Conseil supérieur de la communication, les 9 conseillers prêtent serment. CHR de Tenkodogo, le centre d'hémodialyse mis en service, écrit le journal. Manifestation dans le Yatenga, les populations veulent plus d'actions de sécurisation, c'est-à-dire dans ce journal toujours. Match Burkina contre Mali, on attend beaucoup de ce match comme tout le pays. Retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO, audace ou aventure, s'interroge le journal. Issa Sigré, journaliste aux éditions Le Pays, déclare: nous osons croire que c'est une décision longuement mûrie, c'est à lire à la page 6 du journal La Cohésion. Le journal de tous les Burkinabés, Sidoaya, ce quotidien d'État, affiche ce matin: Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre en charge des Affaires étrangères, déclare: c'est en toute connaissance de cause que les chefs d'État ont décidé de quitter la CEDEAO. Dans sa rubrique Trait de plume, le journal écrit: diriger autrement. Énergie nucléaire, l'AUEA envisage la construction d'une centrale électrique, nous informe le journal. Hubert Velluire, le coach des étalons, dit que nous sommes prêts donc pour cette rencontre Burkina Faso-Mali ce soir. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso qui écrit: les 9 nouveaux conseillers du CSC devant le Conseil constitutionnel. Ils déclarent tous: nous jurons de servir les lois du Faso, c'est-à-dire à la page 7. CGTB, 3 militants auraient été embarqués. Le secrétaire général Moussa Diallo en lieu sûr, écrit le journal. Le patron des patrons, NASA, sur le grand argentier, un engagement renouvelé pour le progrès économique, écrit le journal Aujourd'hui au Faso. Waïouya, chaude journée dans la cité de Nabakango, écrit le journal. Retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Des Burkinabés se prononcent
écrit le journal. Et toujours sur le même sujet, le journal se demande, et maintenant, il se passe quoi? C'est-à-dire à la page 4. Ambassade de France, vigilance de tout. Face donc aux fausses informations. Cannes 2023, les éléphants en quart de finale, la résurrection, écrit le journal. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces différents titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons avec bien sûr cette chaude journée hier à Waïouia. Alors pourquoi une chaude journée? Alors il faut dire que selon donc, nos confrères qui étaient donc sur les lieux, tout est parti donc d'un appel à la mobilisation qui a été lancé par certains citoyens de la ville de Waïouia pour disent-ils, réclamer beaucoup plus de sécurité parce que ces derniers temps, il y a eu donc des attaques dans quelques endroits et des positions de VDP ont donc été attaquées dans d'autres localités. Et ayant remarqué que la situation sécuritaire n'est pas du tout donc reluisante au niveau de cette partie de Burkina Faso, ces citoyens-là ont donc appelé à la mobilisation pour exprimer leur ras-le-bol, leur colère, et puis demander qu'il y ait beaucoup plus de sécurité. Je pense que c'était donc l'objectif principal. Ce qui a amené à la situation qui a été donc dégénérée est que quand ils étaient déjà dans les rues, ils ont souhaité que la RTB2, qui est au niveau donc de la région du Nord, puisse donc couvrir pour que cette activité puisse avoir un écho favorable. Des informations, effectivement, une équipe de la RTV a commencé à suivre. Après, donc, cette équipe est repartie. C'est selon ce que les informations disent. Et c'est après cela qu'après avoir marché et après avoir donc exprimé leur colère, ils sont donc repartis au niveau de la RTV2 où donc ils ont cassé les pancartes qui étaient là, commencé à brûler les pneus dedans, c'est ce qui ressort. Après aussi, ils sont allés donc exprimer leur colère au niveau du camp qui est donc dans cette ville de Waïouia, bien entendu avec l'accompagnement des chefs coutumiers parce qu'ils voulaient donc que ces derniers-là soient donc témoins de l'événement pour montrer à quel point la population est dans le désarroi et il y a nécessité à ce qu'il y ait une amélioration au niveau de la situation sécuritaire. Je pense que grosso modo c'est ce qu'on a pu retenir. Après il y a eu donc ces courses-poursuites, ça et là. C'est ce qui ressort donc de ce qui s'est passé hier dans la ville de Waïouia. Autre sujet, on s'intéresse maintenant au procès Adama Sigiré. Alors, procès reporté. Oui, procès reporté une énième fois. Il faut dire qu'il y a eu des mobiles qui ont donc conduit donc à ce report-là. D'abord, Adama Sigiré a donc eu des avocats venus de l'étranger, du Mali et du Niger, qui ont donc volontiers accepté de se constituer derrière donc Adama Sigiré pour le défendre. Ce qui veut dire qu'il fallait quand même qu'il y ait un temps pour qu'ils prennent connaissance du dossier, comme cela est de coutume. Donc, les avocats de la partie civile n'ont pas trouvé de débat là-dessus. Ils ont donc, par ce qu'ils ont pu écouter, et accepté qu'il y ait donc ce report-là. Et on a donc renvoyé le dossier pour le 26 février. Tout cela, c'est pour gagner en temps, parce que c'est important. Plus on reporte, plus la façon de conduire même les débats, ça ne va plus être aussi virulent comme ça aurait dû donc être. Donc c'est pour dire que Adama Sigiré aujourd'hui est en train de s'armer avec ses avocats pour se défendre. Mais l'autre élément qui a donc cristallisé les regards, c'était donc l'absence d'un des plaignants, Moussa Diallo. Lui, il a écrit sur sa page Facebook que lorsqu'il s'apprêtait à rejoindre le palais, il s'est rendu compte que devant son domicile, des gens qui étaient venus en civil, les policiers,
sont venus donc pour l'enlever, ce qu'il a dit. Est-ce pour l'empêcher de ne pas aller au procès? On ne sait pas. Mais toujours est-il que des gens ont été témoins de l'événement parce qu'après des militants, la CGTB se sont donc rendus à son domicile. Et après, il semble qu'il y a eu 3 militants qui ont été enlevés. Mais Moussa Diallo, lui, il est en lieu sûr. Dans les mains de qui? On ne sait pas. Mais ses partisans ont donc affirmé qu'il est en lieu sûr. C'était aussi l'événement qui accompagnait la journée d'hier. Un des plaignants n'était pas là. Beaucoup se sont demandé et les avocats ont effectivement confirmé, comme M. Prosper Farama, qu'il a été informé de la situation. Je crois qu'il s'est rendu au domicile de Moussa Diallo. Il a constaté. Donc, il a condamné cet état de fait, tout comme l'UAS, tout comme la CGTB, qui ont tous condamné cet état de fait et appelé un mouvement à tenir des réunions et attendre des mots d'ordre qui pourraient donc être lancés. Donc je crois que c'est la conséquence de ces questions, cette histoire d'enlèvement qui est contenue. S'il y a une procédure judiciaire en cours contre quelqu'un, je crois que ce soit au niveau de la police ou de la gendarmerie, ce sont des services qui peuvent vraiment décerner des convocations, donner des convocations, ou du moins les appeler au téléphone, informer, on a besoin de vous pour tel ou tel sujet. Je pense que le gouvernement doit évoluer à ce niveau. Et pour ne pas montrer qu'on est en train de persécuter une certaine catégorie de personnes de Burkinabé, ça devient maintenant une lésion, ça devient maintenant une coutume, ce n'est pas bien. Quand on est dans un état de droit, et quand on a besoin de tout le monde, et quand on a une vision, un objectif à atteindre, je crois qu'il ne faut pas laisser certains Burkinabés en marge de cette dynamique. Et cela commence bien sûr par le respect donc des règles en la matière. Si on veut conclure quelqu'un, que ça suive vraiment la procédure normale. Bien sûr. Alphonse, on termine bien sûr par le football, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Pour le pays organisateur, les éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment miraculeux. Repêché pratiquement, voilà, il passe quand même en éliminant le Sénégal, c'est pas une équipe qui s'est qualifiée avec 3 points, qui a donc terrassé une autre qui avait 9 points, s'est qualifiée avec 9 points, c'est à ne rien comprendre. D'abord, le jeu lors du dernier match des éléphants n'a pas été apprécié par l'ensemble des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont sentis donc humiliés que face à la Guinée équatoriale, que les Ivoiriens puissent perdre un match aussi important par 4-0. Ça a créé donc l'émoi au niveau donc, de la lagune Ibrié. Et je crois qu'il y a eu des joueurs qui ont été agressés à la sortie donc, du stade avec des menaces. Les Ivoiriens étaient vraiment dans le qui-vive et je crois que les joueurs ont compris l'intérêt et l'importance de ce match-là. Ils sont donnés. Le jeu que nous avons pu donc suivre hier, ce n'était pas le jeu des Ivoiriens quand ils jouaient contre la Guinée équatoriale. On a compris que les enfants ont compris le message. Et comme a dit le président Alassane Dramane Ouattara, après donc la défaite, que ce n'était que partie remise, effectivement. Découragements des pays ivoiriens, ils sont arrivés à remonter donc la pente. Je dirais vraiment bravo aux Ivoiriens. C'est vrai que le Sénégal, dès les premières heures, la première mi-temps, a joué avec beaucoup plus d'aisance. On a vu qu'ils sont arrivés à scorer facilement. Mais après ça, les Ivoiriens se sont donnés 100%. Et c'est le résultat quand on est concentré, quand on se dit qu'il n'y a pas cette équipe-là qui n'est pas prenable. Donc, ça doit inspirer le mental, d'autres. moi, j'ai compris que le mental est très, très important. Il le fallait parce que... Un mental parce que tout le monde, pour qu'il puisse être en sécurité, il fallait vraiment se donner lors de cette rencontre. Et hier, même si les Ivoiriens perdaient, la colère n'allait pas être la même chose que lors du dernier match. Donc, hier, ils ont mouillé le maillot, ils se sont donnés.
et ça paye. Ça paye. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, par exemple, que c'est dû à leur nouvel entraîneur, enfin, l'entraîneur par intérim qui était de l'équipe, on le voit à l'image, parce qu'on se rappelle encore que l'entraîneur titulaire a été dégagé après la défaite. L'entraîneur Jean-Louis Gasset a été donc débarqué et ça a donné donc place maintenant à Emes Faye qui, avec aussi son équipe, ne travaille pas seul, ils se sont donnés, ils ont essayé de changer. Hier, le jeu des éléphants était que lors du dernier match qu'ils ont perdu, tout le monde voulait marquer. Il y a des milieux récupérateurs, au lieu de rester à leur poste, qui partaient même au niveau de l'attaque, et même au niveau de point de corner, chacun essaie de marquer comme pour dire que je vais marquer pour qu'on sache que c'est moi. Donc il n'y avait pas cette discipline-là, cette solidarité entre eux. Mais je crois que après avoir visionné les images, fait donc constater les choses, ils ont changé. On a vu qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas joué, comme Cher Aurier, le capitaine, il était là, il a joué. Max Allégradel, il a débuté. Sébastien Haller, lui, c'était la deuxième période, qu'il est rentré. On a senti vraiment une équipe de la Côte d'Ivoire à la hauteur de Didier Drogba, sous l'époque de Didier Drogba, parce que les Ivoiriens ont cette rapidité aussi dans le jeu. Et c'est ce qu'on a pu constater. À un moment donné, on se demandait s'ils allaient pouvoir tenir, parce que les Sénégalais étaient, sur le plan technique, ils étaient bien posés. Mais les Ivoiriens ont fait avec la vitesse, ils ont fait avec le temps, et je pense que c'est ça qui a donné ce résultat-là. D'accord. Alors, pour terminer maintenant, parlons de nous, parce que ce soir, c'est nous. Mali contre Burkina ou Burkina contre Mali. Voilà. Oui. Comment tu vois les choses? Alors, c'est le duel inter-AES, parce que deux pays membres donc, de l'AES. Alors, il y a d'autres qui disent que le vainqueur gagne. Ben, naturellement, nous, on souhaite que les étalons gagnent, le Burkina gagne. Bien sûr, avec de frères. Voilà. Donc, comme on dit, chacun essaie de chercher pour lui. C'est ça. Mais le plus important, c'est que tout se passe dans la sérénité. Et je crois que tout doit se passer dans la sérénité pour qu'il n'y ait pas de bagarre, il n'y ait pas de problème. C'est ce qu'on souhaite, que le vainqueur gagne. Mais les étalons, je crois que pour ce match, notre chance se repose donc sur le fait que nous avons eu pratiquement 6 jours de repos, comme l'a dit l'entraîneur Hubert Vellu. Donc cela est important parce que quand vous jouez à des jours tellement rapprochés, c'est difficile par moment de s'organiser pour le repos même des joueurs. Donc je pense que nous avons eu tout ce temps-là de regarder ces matchs qui sont passés, de regarder aussi la technique du jeu utilisée par les uns et les autres, de suivre aussi le jeu des Maliens. Je crois que nous allons savoir tenir, saisir le bon bout ce soir pour pouvoir se qualifier. Donc, c'est pour quelle heure encore c'est ce soir à 17h, voilà, contre le Mali. À 20h, c'est le Maroc contre l'Afrique du Sud. Donc, je crois que c'est des matchs, c'est très capital. Et l'entraîneur Hubert Vellu en est conscient. Le capitaine des étalons Bertrand Traoré avec ses coéquipiers. Tout ce qu'on souhaite est que la chance sourisse donc au Burkinabé, que les étalons gagnent. Amen. Merci bien Alphonse. Bonne chance aux étalons. Merci. Et puis bien sûr, on va prendre l'actualité au niveau donc de la Côte d'Ivoire, puisque justement on retrouve l'équipe. Et puis bien sûr, nous retrouvons l'équipe de Savane Média au niveau de Bouaké. Aujourd'hui, c'est Mireille Ouitrago qui va nous donner les titres. Bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées. Alors, il faut le dire que l'actualité ivoirienne est marquée ce matin donc, par la qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ont battu donc les lions du Sénégal hier à Yamoussoukro. Commençons donc avec le journal La Voix originale. La Voix originale qui titre à sa une « Les éléphants éliminent les Sénégalais, enfin le grand réveil des revenants ».
Retrait du Mali, du Burkina et du Niger, les pleurs hypocrites de la CEDEAO. Laurent Gbagbo en Europe sur invitation de l'Union européenne. Le monde occidental sollicite le leader du PPA-CI. Le journal Le Jour affiche donc à sa une Cannes 2023. Les éléphants brisent le rêve des Sénégalais au suivant. Liesse populaire dans tout le pays casse tout azimut à Abidjan, Bas-Congo et Big-Togo à couteau tiré. Destruction de la forêt ivoirienne, l'ONG Safi tire la sonnette d'alarme. Mine, pétrole et énergie, Mamadou Sangofoya Koulibaly fixe les objectifs pour 2024. 2024, année de la promotion des valeurs et de la bonne gouvernance. Cette fois-ci, nous sommes avec le journal Notre Voix qui affiche donc à sa une les éléphants se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN. Merci. Sangaré installe Okoni, vice-président du FPI de l'Indéni Diablin. Déguerpissement musclé à Yopougon. Big Togo déclare la guerre à Bas-Congo. Conseil régional du Diobois, le budget hausse de 22%. Cette fois-ci, nous sommes donc avec le journal RDP News qui affiche également à sa une Cannes Côte d'Ivoire 2023. Alassane Ouattara, un prophète, il n'y a jamais un 102. Ouattara Bakari, bravo au capitaine Ado, merci aux éléphants, les éléphants ont barré très fort. Dans la rubrique Pensée du jour, la paix est primordiale au développement. Dixit Alassane Dramane Ouattara. Cette fois-ci, nous sommes avec le journal Patriote, Patriote qui affiche donc à sa une Cannes 2023. La Côte d'Ivoire élimine donc le Sénégal éléphantesque. Explosion de joie à travers tout le pays. Nos pachydermes n'ont pas trahi la mémoire d'Oufet-Boigny. Les félicitations du chef de l'État aux éléphants. Sommet Italie-Afrique, 25 pays africains pour le New Deal. Le nouveau réveil affiche également à sa une Cannes de l'hospitalité. Rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire 5 contre 4 héroïque. Les éléphants terrassent les lions. Également, Evelyne, Gazette a agacé, Fayet n'a pas failli, Dieu a tranché. Repêche, ils éliminent les tenants du titre. Le baptême de feu réussi de Fayet, ambiance de fête hier d'Abidjan à Yamoussoukro. Merci, merci à tous. REF, district autonome commune d'Abidjan, autour des casses et destructions. Cissé, Bas-Congo, district, le ministre-gouverneur est le maire des maires. Pendant ce temps, Adama Big-Togo de Yopougon qui déclare ceci: je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Ce que dit la loi sur le transfert des compétences. Alors, Abzeta Ninchema, cette fois-ci, découvrons donc la une du journal Le Bélier. Le Bélier qui affiche à sa une, après la CAN, voilà le prochain défi de Ouattara. Cannes 2023, 8e de finale Sénégal-Côte d'Ivoire, 5 contre 4. Les éléphants mettent fin au rêve des champions en titre. Le mouvement des thiomistes Hippolyte prépare un grand coup. Valentin Koumassi remobilise les jeunes pour 2025. Audience du président du PDCI RDA. Le président Thiam a reçu le maire Kazion. Promotion de l'économie de la Côte d'Ivoire. Noé Kobe présente le portail d'information économique aux médias ce mercredi. Découvrons également la une du journal Fraternité Matin. Alors, Fraternité Matin qui affiche donc à sa une Cannes 2023, éléphant en quart de finale, le sursaut que du bonheur, les images
l'image d'une folle nuit. Quel Maroc face à l'Afrique du Sud? CEDEAO, retrait annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Impossible d'échapper aux contraintes de l'institution avant un an. Les inquiétudes de la société civile, lotissement anarchique. Tiemoko Meilit connaît à Rome l'Italie pour un nouveau pacte Europe-Afrique. Cette fois-ci, découvrons la une du journal L'Intelligent d'Afrique qui titre également à sa une « Les éléphants se qualifient avec le cœur et regagnent les cœurs des populations ». Nous pouvons également lire donc sur la une du journal L'Intelligent d'Abidjan, Arthur Banga, Carlos Lopez, Paul-Simon Andy et Serge Daniel analysent le retrait de la CEDEAO. Déguerpissement à Guesco, Big Togo annonce une rencontre avec Bakongo. Sango Foya Koulibaly prône la bonne gouvernance. C'était donc les différentes unes des journaux ivoiriens qui sont également marqués justement par cette qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors c'est tout pour cette revue de presse. Nous disons donc merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Enoch Gansonré, Paul Cabré, Amadou Ouedraogo, Tatiana Lengani et Aurélie Somtore. Quant à moi, je vous retrouve à partir de 11h pour l'émission À fond la canne. Merci à toi, Mireille Ouedraogo, depuis Boaké. Alors, à présent, nous allons découvrir les couleurs du temps et le temps de recevoir notre invité du jour. Nous recevons aujourd'hui M. Dibi Alfred Milogo. Il est auteur du recueil de poèmes dénommé Lumière dans l'obscurité. Alors, bonjour M. Milogo. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Avant de parler justement de ce recueil de poèmes-là, tellement intéressant, on va parler un peu de votre parcours. Ingénieur donc, de formation, ingénieur du développement, titulaire d'un master 2 en droit international, donc docteur en géoressources. C'est plusieurs titres, conférencier, donc coach. Oui. C'est plusieurs titres, hein, donc c'est tout naturellement que vous écrivez quand même. Oh, oui, c'est vrai que l'écriture, c'est une passion pour moi. Hein. D'ailleurs, mes écrits n'ont généralement rien à voir avec, en tout cas pour ce qui concerne le recueil de poèmes, la poésie, oui, n'a rien à voir avec mes titres, parce que de profil, je suis pratiquement scientifique. Mais bon, l'écriture, c'est ma passion. Voilà. C'est la passion. Oui. Maintenant, vous êtes aussi coach en PNL, oui, donc et conférencier. Qu'est-ce que ça veut dire le coaching, la particularité de ce coaching? Oui, le coaching, d'abord, pour être très rapide, hein, c'est quelqu'un qui peut accompagner une autre personne, le coacher, d'un point A à un point B. Ça c'est précis, et donc dans le principe du coaching, certainement pour un départ vous avez un contrat de départ où vous fixez exactement où est-ce que la personne, le coaché est en ce moment et où est-ce qu'il veut arriver pour que à la fin vous puissiez mesurer véritablement les résultats. Maintenant la programmation neurolinguistique, ça c'est une autre discipline qui associe à la fois les mathématiques et la psychologie dans les domaines des traitements de certains mots, par exemple, ou dans les domaines de la transformation rapide. Donc, c'est en cela que consiste le PNL, Programmation Neurolinguistique. Ok. Alors, le titre de votre recueil de poèmes interpellateur, Lumière dans l'obscurité, c'est une figure de style d'ailleurs que vous avez utilisée pour donc, le titre de votre ouvrage. Pourquoi? Est-ce que ça s'explique clairement quand on lit le contenu? Oui, lumière dans l'obscurité, je crois que vous l'avez dit vous-même, quand il y a la lumière, il n'y a plus d'obscurité. C'est clair, c'est une interpellation à tout le monde au regard de la situation que nous vivons aujourd'hui, qui semble être que nous sommes dans l'obscurité. Et l'idée, c'est que si chacun peut allumer sa lumière, bientôt tout le Burkina sera la lumière
et ce sera la victoire pour le Burkina Faso. C'est en quelque sorte ce que résume les titres. Alors, pour vous, quand on lit en fait le recueil, pour vous, en fait, l'hymne à la victoire, donc pour le Burkina, c'est vraiment le fait que les Burkinabés se mettent ensemble. Oui. Que toutes les composantes en fait de cette nation-là se mettent ensemble, parce que Exactement. vous les avez nommément, Exact. vous les avez nommés en fait donc dans l'ouvrage, C'est ça. et adressé en fait des poèmes à chaque corps, on peut le dire, chaque Merci. entité. Merci. Alors, est-ce que vous pensez que ça y va de soi? Ça veut dire le fait de se mettre ensemble, que chacun se dise là où il est, je peux faire quelque chose pour ma nation. C'est ça qui va nous ramener la sécurité. Oui, pour sûr, en tout cas, chacun là où il est a cette possibilité de faire quelque chose pour cette nation-là. Ça, c'est sûr. Chacun peut faire quelque chose pour cette nation. Maintenant, est-ce qu'on voit l'intérêt? Est-ce qu'on se rend compte de cette situation? Pas toujours. Mais franchement, je pense qu'à l'étape où nous sommes, peu importe, hein, pour moi, c'est que la solution, on puisse se mettre ensemble. Parce que c'est là-bas que réside notre salut en réalité. Les divisions, les querelles intestines, ce n'est pas le moment pour moi, en tout cas, parce que la nation est en danger et chacun est interpellé à jouer son rôle. C'est pourquoi je les interpelle tous. Et dans ce recueil, je voulais vraiment parler à tout le monde. D'ailleurs, j'aime dire que je défie quiconque de prendre ce recueil-là et de ne pas se retrouver dedans, parce que j'ai essayé d'interpeller toutes les couches de la nation, pour que chacun là où il est puisse agir, chacun là où il est peut faire quelque chose pour ce Burkina, chacun là où il est peut enclencher déjà ce processus-là pour la renaissance de ces pays-là. Et le premier poème est dédié naturellement aux soldats, mais aux soldats tombés. Oui. Oui, à la page numéro 25 jusqu'à la page 26, on voit que vous dédiez des mots assez forts donc, à nos braves éternels, donc à nos braves éternels. Oui, oui. Franchement, je rends hommage à ces gens qui sont tombés pour que nous puissions être là en train de parler aujourd'hui. Je rends hommage à ces personnes qui sont tombées pour que chacun là où il est puisse vaquer à ses occupations. Je les rends hommage parce qu'ils sont tombés pour cette nation. Ils ont vibré pour cette nation. Et si chacun pouvait mesurer les sacrifices de ces personnes-là, je crois qu'on changerait drastiquement. Parce que payer les prix de sa vie pour quelque chose, je ne sais pas si on peut mesurer. Ouais. Et donc, naturellement, pour moi, il était important de commencer par eux, de leur rendre hommage et de leur dire que là où ils ne sont pas tombés pour rien. Et franchement, ça c'est une interpellation assez importante parce que c'est pour dire aussi à nous qui sommes là, qui vivons aujourd'hui, que des gens sont tombés pour nous. Et leur mort ne doit pas être une mort vaine. Nous devons faire tout pour que ces pays-là soient sauvés. Nous devons faire tout pour que ces pays-là soient libérés. Nous devons faire tout pour que aucun centimètre de notre territoire ne soit cédé. Je crois que c'est ça qui fera la fierté de ces gens-là qui sont tombés pour nous. Et dans ce recueil de poèmes aussi, vous avez adressé donc ce poème à ces soldats tombés, mais vous avez rendu hommage aussi aux déplacés internes, aux orphelins, aux veuves donc de ces soldats. Et ça veut dire que sur le pan donc de la sécurité, vous avez beaucoup écrit concernant donc ces acteurs-là. Oui. Qui souffrent. Oui, oui. Je m'adresse, comme je l'ai dit, à ces acteurs en premier lieu parce qu'ils sont véritablement en ligne de mire. Je m'adresse aux soldats qui sont tombés, je m'adresse aux soldats qui sont sur le front en ce moment et qui bravent leur vie pour nous. C'est important qu'on puisse encourager ces gens-là parce qu'ils partent au péril, au prix de leur vie pour que nous puissions vivre. Et quand vous regardez ces femmes qui ont perdu leur mari sur le terrain,
J'espère que chacun peut essayer de rentrer dans leur corps pour vivre ce qu'elles ressentent en ce moment. C'est douloureux, c'est très douloureux. Le pays, ce n'est pas pour eux seulement. Mais quelqu'un a payé et elles vont souffrir. Mais c'est de les encourager, de dire que c'est vrai qu'ils ont perdu un être cher, mais c'est pour le Burkina Faso. Et ce qu'elles doivent faire, c'est de continuer la bataille pour que là où ces maris qui sont tombés là, là où ils soient fiers qu'il y a des gens qui continuent la bataille. Je parle aux orphelins, des enfants peut-être qui ont à peine connu leurs parents, qui ont à peine connu leur papa, qui les adoraient tellement. Et ces parents qui sont partis un jour au front et qui ne sont plus jamais venus. Je ne sais pas si vous étiez leurs parents, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants? Sinon que de leur dire qu'ils sont l'avenir de ces pays. Ils doivent être plus forts pour ce qui leur est arrivé, plus forts pour sauver cette nation-là. Donc voilà, en quelque sorte, pour moi, c'était un appel fort. Et quand je suis en ce moment, je suis véritablement dans une sorte d'émotion. Et on le ressent, hein, quand on lit en fait vos vers, ce sont des sentiments, plus de sentiments que vous transmettez à travers donc des mots assez simples, mais tu sens que ça vient du cœur. Et pour ce qui a attiré mon attention aussi, c'est quand j'ai lu en fait le poème dédié à la femme au foyer. Parce que en fait, on pourrait se dire, si vous avez dédié des poèmes aux magistrats, aux journalistes, à plusieurs corps de métier et même au président et tout. Mais dédier un poème à la femme au foyer, on se demande qu'est-ce qu'elle peut bien faire pour aider à ce que le Burkina puisse être encore uni et en sécurité. Non, ici, nous l'avons dit, hein, chacun là où il est peut apporter quelque chose à ce pays-là. Une femme au foyer, par exemple, on a dit la femme, le foyer, c'est elle qui tient le foyer. Tout commence là-bas. Si les acteurs qui sont dans le foyer ne sont pas en paix, ne sont pas encouragés, ne sont pas dans une dynamique d'amour, vous comprenez que ça se répercute sur toute la société. Donc la femme au foyer, elle est socle, elle est le pilier. C'est elle qui doit amener cette cohésion-là, cet amour-là, pour que les acteurs, les autres acteurs puissent sortir et travailler. Pour moi, c'était important d'interpeller même, j'allais dire entre guillemets, ces femmes au foyer. Et bien sûr, il y a un poème dédié aux journalistes. Donc, permettez-moi bien sûr de lire quelques vers de ce poème-là, intitulé « Pour vous, talentueux journalistes et hommes de médias, voix de la vérité pour la nation. Au cœur de l'information, dans les mots réfléchis, nous nous adressons à vous, journalistes, animateurs, gardiens du récit, porteurs de vérité, défenseurs de l'intégrité. Votre plume informe, votre courage brille avec clarté. Chaque article écrit est une fenêtre ouverte, chaque reportage dévoilé, une histoire offerte, et dans vos récits qu'il se tisse la compréhension d'un Burkina qui se construit, d'une nation en action. Puissent les histoires que vous partagez être des lumières vives, des récits honnêtes, des réflexions qui vivent, plus que les nouvelles que vous rapportez avec soin, c'est votre recherche de la vérité constructive qui montre le chemin. Quand le terrorisme et ses complices tentent de s'aimer la désinformation, éclairer la réalité constructive, traquer l'authentification en révélant les faits, en scrutant les détails productifs cachés, repousser l'obscurité, guider les esprits éveillés. Chaque vérité utile exposée est une victoire de transparence. Chaque enquête menée est une preuve de persévérance. Journaliste intrépide, gardien de l'intégrité, combattez le mal par chaque révélation constructive partagée. Dans chaque reportage, écrivez l'histoire d'un Burkina qui sait, qui analyse avec mémoire. Homme de médias juste, éclaireur des faits, puisse votre détermination inspirer, orienter, dissiper.
Que chaque mot soit une affirmation de résistance, chaque récit une victoire de persistance. Journalistes engagés, vous tracez notre route, ensemble édifions un avenir où l'information est la clé de tout. Merci en tout cas. Merci, j'ai envie de dire bravo, merci. Merci à vous pour ces mots, c'est intéressant. Oui. Et justement, parce que justement, actuellement, les journalistes sont souvent incompris ou rencontrent des difficultés dans leur métier, parce que pendant la crise ou quand vous êtes en crise, c'est comme ça. Beaucoup ne vous comprennent pas. Vous-même, vous débattez pour souvent donner l'information juste. Et quand on reconnaît vos mérites, c'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que j'ai toujours dit, vous êtes un pas important du développement d'une nation. Parce que vous donnez l'information. Et Dieu seul sait combien d'âmes votre information peut traquer. Vous écrivez, Dieu seul sait combien d'âmes, combien de personnes votre plume peut amener avec elle. Donc, c'est dire que votre métier est vraiment important et il est au cœur du développement en réalité. Et en même temps, c'est une interpellation à ce que nous puissions regarder dans la même direction. Je ne suis pas là pour dire qu'il n'y ait pas de contradiction. Ça ne peut pas exister dans le domaine du journalisme. Mais tout ce qu'on fait, on doit se dire, est-ce que à travers cet écrit, à travers ces reportages, est-ce que je suis en train de construire ma nation? C'est véritablement ça qui est le plus important. Les autres jugements, c'est pas véritablement ça. De la discussion jaillit la vérité. Mais c'est en âme et conscience. Quand je fais quelque chose, je dois me demander, est-ce que ça contribue effectivement à l'édification de ma nation? C'est le plus important pour moi. Et M. Milego, quand moi je lis en fait ces recueils-là, ces différents poèmes, je me rends compte que vous êtes plus dans la valorisation. En fait, il ne s'agissait pas de dénoncer un fait, il s'agissait de valoriser donc les entités de la nation burkinabé. Oui. C'est quoi l'objectif recherché à travers ce recueil? Oui, non, c'est pour dire, moi, de nature, quand je me définis comme quelqu'un qui accompagne d'autres personnes à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Okay. Et donc, ce n'est pas dans la critique négative qu'on fait ressortir le meilleur de chacun. Tout naturellement, je reconnais qu'en chacun, il y a du potentiel. Et ça, ce n'est pas des mots seulement pour le dire. En chaque personne, il y a un potentiel inimaginable. Maintenant, parfois, le conditionnement dans la société dans laquelle on a grandi, la famille dans laquelle on a grandi, la société nous a conditionnés. Et parfois, on devient une autre personne sans le savoir. À l'origine, on est fondamentalement, à mon avis, on a du potentiel. Et on peut faire, en tout cas, grand chose pour cette nation-là. Donc, je suis dans la valorisation, et c'est vrai, ce n'est pas juste des mots en l'air non plus. Oui. C'est la réalité des faits. Peut-être que je me tourne vers une facette de la réalité, on le dira, mais c'est une réalité. Et maintenant, pour vous, est-ce que lumière dans l'obscurité, après la lecture, qu'est-ce que en fait, le lecteur devrait se dire ou prendre comme résolution? Oui, après la lecture, je crois que chacun devra d'ailleurs trouver son compte quelque part. Et après lecture, il doit se dire, ok, peut-être que je ne pensais pas que je pouvais apporter grand-chose. Oui. Mais maintenant, je le sais. Je sais que je peux apporter quelque chose pour ces pays-là. Donc, c'est véritablement une interpellation, un appel à l'action, un appel à l'unité, un appel à l'unité pour la victoire, un appel à l'unité pour la renaissance. C'est de se dire qu'ici, on est dans une situation et moi, en ce qui me concerne, je peux jouer ma partition. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire. J'interpelle aussi les écrivains. Donc, je n'avais pas ça au programme d'écrire un poème
Mais devant la situation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ma nation? J'écris de façon dans le domaine du développement personnel. Mais je me suis dit, comment je fais pour que le message passe le mieux ici? Naturellement, j'ai choisi la poésie. Et donc, c'est de dire, oui, peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais ça ma part. J'aime raconter un récit où, dans la jungle, la forêt a pris feu. Et puis, bon, tous les animaux couraient pour sortir du feu. Et il y a un petit oiseau, le moineau, qui faisait des va-et-vient. Il partait prendre de l'eau à la rivière. Il venait verser l'eau sur la grande forêt qui a pris feu. Et l'éléphant qui le voit, qui dit, mais attends, toi, là, tu crois qu'avec ton petit bec, là, tu peux éteindre ce feu? Il dit, je fais ma part. Donc, chacun doit se dire, j'ai fait ma part du moineau, et si chacun se met à faire sa part, je crois que très bientôt, on verra cette crise derrière nous et on travaillera à construire un Burkina qui compte, un Burkina plus puissant et un Burkina qui compte dans les conseils des nations. Merci bien. Monsieur Milogo, on tend vers la fin de notre entretien, mais okay, de rien. Okay. Alors, Lumière dans l'obscurité a été dédicacée. Est-ce que depuis la dédicace, le livre est disponible et à quel prix? Oui, le livre est disponible au prix de 5 000. Il est disponible un peu partout dans les librairies qu'on connaît. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les livres, je dis 30% c'est à l'effort de paix. 30% des recettes du livre vont à l'effort de paix. 20%, c'est vrai que c'est écrit 10%, 20% vont à ceux qui font la promotion du livre. Et peut-être 50% partent à l'éditeur. Moi-même, en tant qu'auteur, je décide de ne rien prendre sur ce livre-là. C'est ma contribution. Oui. Voilà. Merci bien. Merci. Et donc, on va laisser aussi un contact pour ceux qui voudraient bien se procurer donc, de Lumière dans l'obscurité. Je vous le recommande puisque voilà, c'est vraiment intéressant et à lire. Et on a le contact donc, qui est affiché. Okay. Vous avez la possibilité donc d'appeler ces numéros pour avoir le livre intitulé Lumière dans l'obscurité. Monsieur Milogo, est-ce qu'il y a encore des projets d'écriture? Ah oui, il y a des projets d'écriture. Vous avez déjà griffonné. Il y a un livre qui sort, je crois, le 17 février. Ah, déjà. Qui s'appelle Les secrets des légendes. Et peut-être si ce n'est pas un secret, je dois vous dire que votre patron fait partie de ceux sur qui j'ai écrit aussi. Et ça va sortir dans ce livre. Il y a une quinzaine de personnes sur des personnalités sur qui j'ai écrit. C'est des biographies que... Oui, des mini-biographies, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr d'autres aspects tels que la spiritualité, tels que les autres personnalités qui ont réussi à travers le monde. Ok, on a donc, hâte. Voilà, merci. Vous êtes tous invités le 17 à Librairie Mercury. D'accord, merci bien. C'est bien noté, M. Milogo, merci. Et encore bonne inspiration. Merci pour ce recueil de poèmes qui rend hommage donc, aux entités de la nation. En tout cas, chacun trouvera son compte. Commerçant, fonctionnaire, magistrat, avocat, homme de médias, président. En fait, il a écrit pour tout le monde. On vous le recommande. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Notre Karasamba est bien installé. Serge Youssef Ouetraogo. Bonjour à toi, Youssef. Bonjour, vous êtes là. Bienvenue. Merci. On parle de l'intégration des élèves déplacés internes dans les écoles. C'est une réalité. Ça fait partie donc des mesures pour ce qui concerne donc l'éducation en situation d'urgence. On a reçu d'ailleurs le directeur ici la semaine dernière. Alors, Youssef, qu'est-ce qui a milité justement au choix de ce sujet? Effectivement, il faut dire, comme nous sommes dans un contexte de sécurité, et la situation est vraiment alarmante. C'est vrai, quand vous êtes à Ouagadougou, vous ne sentez pas ça comme ça. Mais quand vous parcourez certaines villes comme Kaya, Fada, Ouigouya, Dudougou, vous sentez réellement que cette histoire de déplacés internes là, surtout les élèves là, est vraiment réelle.
Ouais, parce que les enfants ont quitté les bases à cause de l'insécurité et ils se trouvent maintenant logés dans des zones d'accueil en ville, soit dans des petits villages là, pour pouvoir avoir accès à l'école, c'est compliqué. Donc j'ai fait un peu quelques villes ces dernières semaines là. Quand j'ai vu quand même les enfants, quand vous voyez vraiment ces enfants qui sont dans des écoles, vous pouvez aller dans une école où il y a 3, 4 écoles dans une seule école. Ah oui. Parce qu'il y a eu des déplacés qui sont venus. Il y a eu des écoles qui se sont déplacées automatiquement, qui sont venues. Mais à Ouaga, on ne sent pas ça. Mais quand vous sortez, vous voyez que c'est vraiment... C'est une réalité. Donc, on va en parler. Oui. Alors, c'est justement à travers ça qu'on a vu se développer des notions comme PDI, EDI, voilà, qui signifient notamment... Et quand voilà, les PDI, là, ça c'est déjà ce que vous avez parlé, c'est les personnes déplacées internes. Voilà, mais quand les personnes déplacées internes, là, parce qu'ils ont fui l'insécurité, ils se sont retrouvés dans des zones où c'est pas pour eux, dans certaines zones de Burkina Faso, à l'intérieur. Maintenant, s'il y a des personnes qui se sont déplacées, ils se déplacent avec les familles, ils se déplacent avec les enfants. Donc ces enfants, il y a des élèves à l'intérieur de ces enfants-là. Voilà, de ces familles-là. Donc, maintenant, le mot EDI, là, ce sont les élèves déplacés internes. Oui. Voilà, donc, voilà, la signification des EDI, là, c'est ça. Ce sont les enfants qui sont déplacés à l'intérieur de les mêmes pays, de les mêmes villages, là. Donc, vu l'insécurité, parce que les écoles sont fermées, on ne peut pas avoir accès aux écoles où il y a des problèmes. Donc, on les appelle maintenant des élèves déplacés internes. Bien sûr. Alors, Youssef, on sait aussi que... l'État a accordé des facilités pour accueillir ces élèves déplacés internes. Est-ce qu'on peut revenir sur ces facilités? Oui, ces facilités, au début de la crise, même ça continue, l'État a donné la voie pour dire d'accueillir les élèves déplacés internes dans les différentes écoles, pas les forcer à payer. Parce qu'ils n'ont même pas quelque chose à payer. Ils ont pu laisser tout. Ils vont payer avec quoi? Donc il faut les accueillir, il faut leur donner des places pour que la continuité éducative, l'enfant puisse avoir accès à l'école. Voilà. Donc dans ce cas, l'État a essayé aussi, avec ses partenaires, avec le ministère, avec l'ESI, pour construire des écoles à l'intérieur des différentes zones où il y a des PDI là, et où il y a des EDI plutôt, les élèves déplacés internes là, voilà, pour que les enfants puissent continuer toujours à aller à l'école. Et il y a d'autres options aussi que l'État a essayé de faire avec ses partenaires pour que l'enfant, même s'il n'est pas dans la classe, qu'il puisse avoir accès à l'éducation. Voilà, à travers la radio, à travers la radio aussi, on donne des cours aux enfants, on les rassemble et avec un animateur qui vient avec les enfants, là, ils écoutent ce que l'enseignant donne. On ne voit pas l'enseignant physiquement, mais après l'animateur pour des questions, les enfants, à travers ça, vont aller à l'examen du certificat UPC. Il y a d'autres qui réussissent même plus que ceux qui sont en classe. Donc c'est des trouvailles comme ça qu'on a fait. Et ils ont toujours dit aussi d'accompagner financièrement, matériellement ces enfants, parce qu'ils n'ont plus rien pour les aider. Donc l'État et les ONG et certaines bonnes volontés aident ces enfants-là dans ces mesures-là, parce que c'est pas facile de fuir ta famille et venir chez quelqu'un, même si c'est à l'intérieur de ton pays là, c'est pas facile. Pas facile. Alors, on sait que ces élèves rencontrent aussi des difficultés pour les inscriptions, pour suivre les cours. Et quelles sont ces difficultés, entre autres? Les difficultés ne manquent pas, parce que si déjà vos parents n'ont pas les moyens, on vous reçoit, même si on vous donne la place, il y a des difficultés financières. Même si on va vous accompagner avec quelques livres, quelques cahiers, il va falloir aussi que vous-même vous cherchez quelque chose. Donc déjà, les difficultés sont financières et matérielles. Voilà. Après ça, il y a l'effectif même des enfants. Vous voyez que si une école se déplace et vient dans une autre école, si vous êtes derrière 100 élèves et on doit accueillir 100 autres élèves, ça fait 200 élèves. Le directeur a dit que pour ces cas-là, les effectifs pléthoriques, parce que j'ai reçu le directeur technique, enfin le secrétaire technique donc, pour l'éducation en situation d'urgence. Je sais qu'il a dit que quand l'effectif devient gonflé comme ça, ils font des bis. Des bis? Oui, par exemple CP1 et CP1 bis. Donc l'enseignant donnera cours ici, ensuite de l'autre côté, le même cours de l'autre côté. Oui, c'est genre un multigrade. Voilà. Avant il y avait le système de multigrade, d'autres sont assis dehors
on finit avec ceux-là, voilà. ceux-la rendent, Oui. voilà, pour essayer de conjuguer, voilà, des trucs comme ça. Pour certains lieux, c'est comme ça. Que c'était voilà. Et puis, mais vous savez que quand il y a beaucoup d'élèves aussi, il faut aussi voir aussi le manque de personnel qualifié. Parce que quand c'est 50 élèves, quand ça devient 5 élèves, donc il faut avoir vraiment, il faut qu'on forme les enseignants aussi à cette pédagogie du gros monde. Du gros monde, quoi. Voilà, pour les aider, parce qu'il y a des nouveaux types d'élèves qui sont venus. Ouais. Ils n'ont pas eu les mêmes niveaux. Vous pouvez avoir dans la même classe des enfants de CE1, CE2 dans la même classe. Parce que avec l'insécurité, d'autres ont fui, ils ont laissé le cours là pendant 2 ans. Maintenant, il y a eu une chance qu'on veut les récupérer. Donc, vous voyez que les niveaux ne sont pas les mêmes. Donc, tout ça, ce sont des difficultés aussi par rapport à ces PDI-là. Et les enfants, voilà, déplacés internes, là, quand on leur donne, on le récupère dans les écoles. Je sais que pour certains aussi, il y avait le problème de distance. Par exemple, si vous déplacez de votre village, vous venez à Waïbia ville, ou par exemple, là où vous logez, c'est dans un non-loti, par exemple, à Waïbia, et c'est un peu loin de l'école où vous avez la possibilité de vous inscrire. Certains préfèrent abandonner tout simplement. Oui. Beaucoup préfèrent abandonner. La dernière fois, j'ai vu de mes propres yeux que c'est sous un arbre qu'on a rassemblé les enfants avec un animateur pour que ces enfants puissent avoir accès à l'éducation. Bon. Donc quand vous voyez ça de vos yeux même, et vous revenez, et d'autres ont la chance d'avoir des commodités qui ne veulent pas aller, c'est pas simple. C'est ça en fait. Alors, donc des difficultés socio-économiques aussi que ces élèves déplacés internes rencontrent, donc difficiles. Oui, vous l'avez dit, s'ils sont dans des non-lotis ou dans des zones éloignées, ils ne peuvent pas venir à l'école, déjà ça c'est le problème de logement. Ils n'ont pas un coin où se loger. Le problème de nourriture, voilà. Ils ont un problème aussi de matériel didactique, surtout les élèves, les livres, les cahiers, où ils vont les avoir parce qu'ils ont pu laisser tout ça dans les zones. Il y a aussi que ces enfants sont traumatisés. Il y a des orphelins, il y a la violence même, surtout les filles, voilà. Et il y a d'autres qui ont perdu les papas, des mamans, et ils se retrouvent dans la nature comme ça. Donc psychologiquement, s'ils ne sont pas forts, ce n'est pas simple. Donc tout ça, ce sont des difficultés socio-économiques que les élèves déplacés internes rencontrent dans la situation actuelle. Et parlons maintenant de la pédagogie. Tu as parlé tantôt des enseignants. C'est bien qu'ils se réadaptent donc à la situation. Et quelles sont les mesures aussi pédagogiques que ces enseignants-là devraient pratiquer ou adopter pour faciliter les choses aux élèves? Bon, je me dis qu'aujourd'hui, la pédagogie du grand groupe, voilà, ceux qui sont passés par les écoles de formation, ils connaissent, et ceux qui font la formation continue, et les encadreurs, ils sont toujours à côté pour les apprendre, pour inculquer encore quelques notions, parce qu'ils ont déjà appris ça à la base. Donc il y a la pédagogie du grand groupe qui est là, que ces enseignants-là peuvent utiliser pour vraiment ratisser large, parce qu'il faut échanger avec les enfants, il faut connaître le problème de tout les élèves déplacés internes pour pouvoir amener dans le grand groupe-là, pour pouvoir lui donner l'éducation nécessaire. Parce qu'on dit que chaque enfant burkinabé a droit à l'éducation. Donc, vu la situation, il ne faudrait pas aussi qu'on dise que non, avec la situation, les enfants ne doivent pas avoir l'éducation qui est leur droit. Donc, tout concourt à ce que les enseignants et les encadreurs redoublent d'efforts pour la formation de proximité, pour que les enseignants puissent vraiment donner le minimum à ces enfants déplacés internes là, y compris ceux qui étaient déjà dans ces différentes écoles là. D'accord. Alors Youssef, et maintenant les solutions que devrait faire l'État pour accompagner surtout donc ces écoles et ces élèves et enseignants pour mieux réussir ces mesures prises là pour l'éducation en situation d'urgence? Et ici, il faut dire que l'État doit appuyer d'abord ces différentes zones qui reçoivent ces enfants-là matériellement en construisant des écoles comme ils le font et en partenariat aussi avec les ONG. Vraiment, quand vous parlez dans ces zones, il y a beaucoup d'ONG qui interviennent pour que les enfants ne soient pas en marge du système éducatif. Donc, de passage, on les salue. Et avec l'État doit aussi avoir un personnel spécialisé pour prendre ces enfants traumatisés, voilà, parce qu'il faut avoir des psychologues pour pouvoir remonter certains élèves. Voilà, si l'État fait ça, je pense que ça va aller. L'État doit essayer aussi de suivre vraiment ce qu'ils font. Parce que souvent, on dit qu'on fait, mais si vous ne suivez pas aussi là, c'est pas sympa. Quand il y a beaucoup de monde, malgré votre bonne volonté, souvent c'est compliqué. Mais si l'État
avec ses partenaires aujourd'hui, avec les différentes méthodes qu'ils emploient pour que l'enfant soit toujours, ne soit pas en mal de difficulté éducative. Il y a beaucoup de projets qui sont là, dans ce domaine-là, et c'est bon pour que les enfants aussi puissent bénéficier. Voilà, si on dit que c'est pour les enfants déplacés internes, il faut que ce soit réellement pour les enfants déplacés internes. Parce que l'école, si tu ne laisses, tu ne vas pas te retrouver un jour. Donc c'est dans cette optique-là qu'on essaie de ratisser l'âge pour que les enfants ne soient pas mis en mal du système éducatif. Bien sûr, c'est d'ailleurs un droit pour ces enfants-là jusqu'à 16 ans. Oui. Merci beaucoup, Youssef, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci pour ce thème. À mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Et bonne chance aussi aux étalons qui jouent ce soir contre les Maliens, contre l'équipe du Mali. Nous, en tout cas, nous souhaitons remporter donc, ce match de ce soir afin de rencontrer la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. Bonne chance à tous. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe technique derrière pour l'accompagnement, pour la bonne marche bien sûr de cette émission. Nous on se retrouve Inch'Allah demain mercredi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Savane TV. Allez, cuse.